Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour. C'est moi qui commence. Non, c'est bon. Voilà. Déjà, on dit merci à tous les sponsors. Yes, surtout celui-là. Surtout c'est quoi ça? Je sais pas. C'est les haricots du coin, c'est Voilà. ça? Ça doit être voilà, les mojettes. Mojettes, ça doit être, Désolé. Je viens de Bretagne, on n'a pas ces trucs-là. Merci à tous ces sponsors. Moi, j'en connais certains, d'autres que je découvre. En tout cas, c'est grâce à eux qu'il y a des événements qui peuvent avoir lieu en France aujourd'hui, puis même ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que la France. Donc rien que pour ça, on les remercie. Installez-vous. On avait 10 personnes au premier rang. C'est pas grave. Si on postillonne beaucoup. Se présenter. Voilà, oui, se présenter. Se présenter. J'ai des post-it, présente-toi. C'est moi ou c'est toi? C'est toi, vas-y, c'est tu as moi. la parole. Donc bonjour Aurélien. Alors moi je viens d'un pays à côté de la France qui s'appelle la Bretagne. Ça y est, on va lancer les débats. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je suis moniteur de saut élastique le week-end, et c'est sérieux, hein, je ne dis pas ça, c'est pas une métaphore. En fait, j'aide des gens à rester en vie. Et la semaine, j'aide des gens à accueillir le changement. Déjà, merci. T'as vu l'effet? C'est trop bien. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en fait, les deux m'aident. En fait, vous aidez des gens à rester en vie. Qui vont faire un truc, c'est se mettre au bord d'un précipice et se jeter. C'est pas naturel. Et bien, la semaine, en entreprise, les gens, un nouveau collègue, un nouvel outil, une nouvelle manière de travailler, ils sont tétanisés de la même manière. Et pourtant, est-ce qu'ils vont mourir? Je ne suis pas sûr. Enfin, je vais spoiler, hein, vous allez mourir, mais dans très longtemps. Mais pas à cause de ça. Donc en fait, les deux sont intéressants. C'est que qu'est-ce qui fait que l'être humain a peur dans son quotidien alors qu'il n'y a pas de risque? Il y a peu de risques de mourir. Donc voilà, j'arrête là et je laisse la parole à monsieur. Et donc moi c'est Nicolas Ploquin, je suis coach Lean et Agile chez Octo et j'ai une voix qui a cassé. J'ai failli annuler il y a 3 jours parce que j'avais plus de voix du tout. Là elle revient, donc voilà, désolé hein, pour la voix un peu éraillée. Donc je suis conférencier, je suis coach Lean, j'accompagne des dirigeants, des managers et des équipes dans leur amélioration continue avec le regard Lean. Voilà, j'ai un blog et pour faire une petite auto-promo, on a sorti un bouquin il y a 2 jours. Je suis co-auteur d'un bouquin Culture Kaizen qui est disponible, qui est un livre blanc qui est disponible sur le site d'Octo. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. C'est pas à la fin qu'on fait ça? Non, je le fais là pour la présentation. Peut-être avant de se lancer là-dessus, on va mettre un petit disclaimer, un petit warning, enfin, que des mots anglais. Une petite alerte, on va se lancer des parpaings dans la séance, des vannes, on va se tacler mutuellement. C'est fait exprès, hein. C'est une petite touche d'humour sur un contexte sérieux. Parce que la conclusion, on est d'accord tous les deux, mais on ne va pas vous livrer la conclusion tout de suite, sinon vous allez vous barrer. Et ça va être totalement inintéressant pour tout le monde. Initialement, on nous l'avait demandé comme de faire cette présentation sur un événement très court qui s'appelle un Chouari Club à Toulouse. Et puis comme on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire et on ne s'était jamais rencontrés dans la vraie vie, on l'a fait qu'en ligne au départ et on s'est dit qu'on allait le pousser sur des sessions comme Agilior et nous voilà là. Tout à fait. Là. Et donc le premier point qu'on a fait quand on a essayé de travailler, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est qu'on a essayé de définir l'objectif de chacune des démarches. Alors, on verra chacune des démarches. On va essayer de les opposer, hein, mais de chacune des objectifs. Pour le Lean, finalement, ce qu'on s'est dit, j'ai parlé de micro pendant un moment, pour le Lean, ce qu'on s'est dit, c'est l'objectif, c'est qu'on cherchait à améliorer la satisfaction des clients. Et le moyen très tangible qu'on va mettre en place pour ça, c'est de développer la compétence des personnes. C'est bien dit. C'est bien dit. Alors nous, j'ai essayé de réfléchir à trouver une phrase intéressante et intelligible pour l'agilité. Et j'ai identifié faire le bon produit au bon moment pour le bon client et forcément avec une idée d'avoir une qualité irréprochable parce que sinon l'utilisateur ne va pas l'utiliser, le client ne va pas l'utiliser et on aura fait quelque chose pour rien. Donc ça serait maladroit. Et tout ce qui est dit derrière et tout ce qui est sous-jacent est très intéressant dans ce que tu as dit sur le Lean. Alors, Lean est agile, avec le petit jeu de mots, avec le S entre parenthèses. On aurait pu vous faire tout un historique du Lean. Alors non, ça va être trop long.
il y a des gens qui ont réussi à le faire très très bien. Par exemple, Christophe Kéromen, qui l'a fait il y a quelques années, sa conf est en ligne, vous pouvez aller voir, elle est très bien. Il est monté jusqu'à Platon et Socrate, je crois. Donc, autant vous dire qu'on n'a rien inventé. Sinon, il y a un monsieur ici qui a aussi fait des écrits et des conférences, mais il est sur son téléphone, il n'écoute pas, c'est pas grave, sur le lean et l'agile. Donc, vous pouvez aussi voir tout ce qu'a fait monsieur Alexis Monville, mais qui a déjà trop parlé hier. C'est pour ça, non, c'est autre chose, mais on n'en va pas en parler. C'est filmé en plus. Donc on s'est dit qu'on va plutôt orienter sur 5 thèmes principaux. Les 5 thèmes, ils sont ici. Hein. Alors forcément, le cost killer, on va y aller parce qu'on a quelqu'un du lean, donc on va forcément en parler. Le management, puisque Alex l'a très bien dit juste avant, il n'y a pas de manager dans l'agilité, et on s'en est bien débarrassé. C'est des blagues, hein. Attention, c'est du second degré, là. Il faudrait qu'il y ait une petite ampoule qui apparaisse. Voilà. Et bien évidemment, on va parler des mesures et des KPI, puisqu'on parle de lean. On parle de lean, donc forcément, on va parler de ça et des mesures et des KPI, ou comment identifier les mauvaises personnes pour pouvoir les virer. Et ça aussi, c'est ironique. Et par contre, ça me fait hyper peur. Ça fait 4 fois qu'on joue cette conf, il n'y a personne qui réagit à cette blague comme si c'était normal. Et ça fait hyper peur. Hein. Je te jure, je fais ce truc, il n'y a personne qui réagit. Oui, normal. Par contre, je crois que tu es trop près de moi parce que ça l'arsène. Ah, ok. Non, je suis trop près des... Non, je parle trop fort. On va parler de l'amélioration continue. Alors, bien évidemment, l'amélioration continue, comme je disais, c'est au cœur du lean, mais c'est au cœur aussi de l'agilité. Et ça, on n'en parle pas assez... pas suffisamment. Et on va aussi parler de cette notion de time box qui est assez claire dans le lean et puis bien évidemment dans l'agile, où comment on essaye de réussir plein de choses, plein de petites choses régulièrement, plutôt que d'en rater des grosses une fois par an. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Et puis on va commencer tout de suite par la time box. Yes. Hop. Voilà. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut bien voir un truc, on parle d'agilité et de lean, donc on parle d'un truc qui est assez, je ne vais pas dire virtuel, mais intouchable. L'agilité, c'est un bouquin de 2 pages. Il n'y a rien derrière, en fait, c'est implémenté par des frameworks et des méthodes, et on le compare à lean, qui est quelque chose d'un peu plus structuré. Je te fais un compliment pour une fois. Ouais, c'est bien. Mais on ne va pas forcément aller sur les méthodes agiles. On fera référence un petit peu, mais sans les nommer. Il y en a une que je vous ai mis là, je vous ai mis un schéma de Don Wells qui est une représentation. Tu es devant en fait, c'est pas grave, les gens vont pas. Vas-y, passe de ce côté. Je passe de ce côté. Voilà. Hop. Je l'ai bien le dé sur Feedback Loop. Non, Alex. La time box, la boîte de temps, cette fameuse boîte de temps, les agilistes aiment bien tout mettre dans des boîtes de temps. Pour le représenter, la meilleure manière de le représenter, j'ai trouvé que ce dessin était très intéressant. C'est donc un monsieur qui a travaillé sur l'extreme programming. Voilà, j'ai nommé une méthode ou un framework. Je n'irai pas plus dessus. Par contre, on voit des boucles de temps qui sont intéressantes et qui sont de différentes échelles. Tout ça pour dire que les agilistes mettent tout dans des boîtes de temps. Alors pourquoi? Il faudra se poser la question après pourquoi. Donc là on le voit, hein, c'est peut-être écrit très petit pour vous, j'en suis désolé. On part du code, on fait une revue du code ou du pair programming avec quelqu'un. Bah, ça c'est de l'ordre de la seconde, voire même vous avez un outil de... Il y a des gens qui font du développement logiciel ici. C'est pas grave, vous pouvez lever la main. Hein. Soyez fiers de ce que vous faites. Hein. Maintenant, vous avez même des outils, vous commencez à taper votre code, il y a des warnings qui apparaissent parce que vous avez oublié un point-virgule. C'est une boîte de temps. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez que ça part de quelques secondes à quelques minutes, quelques heures, des jours, la journée, des jours, des semaines, voire des mois, avec un planning de release. Tout ça pour dire, qu'est-ce que ça nous apporte de faire en sorte qu'il y ait une boîte de temps, selon vous? Je suis mis devant pour pas que vous puissiez le lire, hein, mais la réponse est déjà là. Il n'y a pas de piège. Bon, bah, je me décale. On va travailler sur de la boucle de feedback. Parce que si on fait quelque chose, comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de faire la bonne chose? Parce que je le sais. Merde. Parce que je le sais, que j'en suis convaincu, c'est pas suffisant. Donc j'ai besoin d'avoir un retour, d'avoir quelque chose qui me dit oui, c'est bien, continue dans cette direction, ou ouf, bah écoute, on n'est pas parti dans la bonne direction, il faut peut-être réajuster. Donc tout l'enjeu dans ce monde d'agilité, c'est d'avoir cette boucle de feedback. En plus, vous le voyez, hein, ce schéma l'illustre peut-être pas directement, mais il ne faut pas s'approcher du micro. Et pas de toi, je suis stressé. On implique beaucoup plus les gens dans les équipes, là où avant, dans des approches traditionnelles, il y avait une direction qui disait combien de temps ça allait durer, combien de personnes on allait mettre, et ça va marcher.
Est-ce que ça marchait? Parfois ça tombait en marche, donc c'était parfait, puis parfois ça dérapait. C'était la faute des équipes. Là aujourd'hui, avec ces boîtes de temps et ces boucles de feedback, on redonne le pouvoir aux équipes de ceux qui font le produit. Ça peut être aussi un sujet intéressant. Donc ça, c'est très lié à la culture du feedback dans notre domaine. Je vois le temps qui s'écoule, donc je vais vite te donner la parole. Et chez toi, enfin chez vous, Nicolas, comment vous avez là, hein, la relativité par rapport au temps? Donc nous, on n'a pas de... On ne va pas avoir de feedback comme ça qui sont maintenus par des méthodes ou par des alors les IDE, on l'a forcément, mais par la méthode, en fait, nous, la boîte de temps qu'on va avoir, ça va être pas issu des méthodes ou de l'organisation, mais du client. Et en fait, le premier truc qu'on va faire avec le Lean, c'est d'essayer de comprendre notre client et de comprendre le rythme de livraison qu'il souhaite. Et donc, pour essayer d'imager assez rapidement, vous êtes dans une équipe, quand on débarque dans une équipe, on essaie de regarder un peu ce qu'ils ont à faire. Si on tombe sur un cas où ils ont 40 user stories ou epic ou trucs à livrer dans les 2 mois, eh ben, ça fait 40 tous les 2 mois, ça fait 20 par mois, ça fait 5 par semaine, ça fait 1 par jour. Et donc comme ça, en divisant ça, on va monter un flux continu et on va essayer de challenger l'équipe pour essayer de voir comment on peut faire pour en livrer 1 par jour. Et avec ça, on va avoir un daily qui va prendre une forme complètement différente. On l'a vu ce matin avec Alexandre Boutin. Le daily va être complètement différent. On ne va pas être en train de raconter sa vie. On va arriver, on va dire, bon, ben, on doit sortir une user story, on prend laquelle? Puis là, l'équipe, elle réfléchit à laquelle on va prendre, comment on va s'organiser. Attends, moi je fais ça, moi je connais pas, attends, je vais t'aider. Voilà, ils vont s'aider comme ça. Et puis le lendemain, on va faire pareil. Bah, du coup, on prend laquelle? Et puis bien évidemment, il va y avoir des user stories plus compliquées que d'autres, donc on va s'organiser. Bah, aujourd'hui, moi je peux commencer à travailler sur celle-ci parce que dans 3 jours, il va aussi falloir en sortir une. Mais si on ne la commence pas aujourd'hui, on n'arrivera pas à sortir dans 3 jours, donc on peut s'organiser comme ça. Et donc on va organiser nos délits comme ça. Donc le délit va prendre complètement une autre dimension. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va chercher à livrer. Et donc on ne va pas regarder juste le processus de l'équipe. La plupart du temps, alors des fois il y a des équipes pluridisciplinaires autonomes, et ça c'est très bien. Bon, c'est assez rare quand on rentre dans des organisations. La plupart du temps, on a des équipes qui font du dev, et puis après, ben, on a des équipes DevOps ou des équipes de recettes. Enfin, bref, ils s'inscrivent dans un processus un peu plus large. Et donc, on essaie de challenger tout ce processus. C'est pas que l'équipe de dev qui doit développer sa user story dans la journée. C'est l'équipe de dev qui doit fabriquer sa user story dans la journée, puis l'équipe de recettes qui doit recetter la user story la veille. Et puis, en fait, c'est tout le processus du client au client qui va devoir être cadencé au même rythme. Et on va cadencer tout le rythme, et l'idée c'est de ne pas livrer à notre client ce qu'il n'est pas capable de tester, d'utiliser, et donc de ne pas déployer ce qu'il n'est pas capable d'utiliser, de ne pas recéter ce qu'on n'est pas capable de déployer, de ne pas développer ce qu'on n'est pas capable de recéter, etc., etc. Pour ça, on va avoir une arme ultime qui va être le WIP, le limite de work in progress, enfin le travail en cours. Et ça va nous permettre de cadencer tout notre flux à la vitesse de l'étape d'après. Et ça va être donc le premier défi qui va être dans les mains du management, parce que pour nous, on ne l'oublie pas, le management, il existe. Et donc, ça va être le premier truc du management, ça va être de comment faire en sorte de créer un flux continu de valeur tiré par la demande du client. Un flux tiré, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on veut livrer une user story par jour, c'est pas juste comme ça, c'est parce que le client il attend 40 user stories dans 2 mois. Donc on tire le flux. Et ça, on imagine bien, hein, là comme ça, vous imaginez, ça va être hyper compliqué. Et ça va vous générer des problèmes. Et les problèmes, ces problèmes-là, c'est ce qu'on va essayer c'est ce qu'on va voir pour essayer d'apprendre des choses. Et le développement des personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est quels sont les problèmes qu'on rencontre, et à partir de ça, on va pouvoir apprendre des choses et on va lancer des mécanismes d'amélioration continue. Tout à fait. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais il est là. C'est bien gentil que tu dises résolution de problème, mais à quoi on reconnaît que c'est un problème? Alors c'est une bonne question. À quoi on reconnaît que c'est un problème? Là, je vous la pose à vous. Est-ce que quelqu'un a une définition d'un problème? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors c'est normal, on a rarement des réponses, mais dans le Lean, un problème, c'est un écart de performance. On a un problème parce qu'on souhaite livrer quelque chose et on n'y a pas réussi. Typiquement, pour tenir notre engagement de chez notre client, le flux tiré nous dit qu'il faut livrer une user story par jour, 5 par semaine. Si on arrive en fin de semaine qu'on en a livré 4, on a un écart de 1. On a une user story qu'on n'a pas livrée. Et donc ça, c'est notre problème. Et donc c'est mesurable, c'est mesuré, on sait notre problème.
excusez-moi, on connaît notre problème et on sait le mesurer. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir c'est ce qui va nous permettre, que ce soit actionnable. Parce qu'un problème actionnable dans le sens où si on a une user story, on va pouvoir regarder dessus et qu'est-ce qui s'est passé sur cette user story qui a fait qu'on n'a pas réussi à la sortir. Ça, c'est actionnable. Et en plus, ça va nous permettre de dire qu'on a appris des choses. Parce que bah, si on change des choses et puis que la semaine d'après, on réussit à en sortir 5, bah, c'est qu'on a appris des choses. Et ce qu'on a mis en place suite à l'apprentissage de cette user story qu'on n'a pas réussi à sortir, bah, ça marche parce que la semaine d'après, on a réussi. C'est un petit peu le check d'Alexandre Boutin dont il parlait tout à l'heure. Et tout ça, on va le résoudre à grands coups de l'arme ultime de... Ok, ça marche pas. Voilà. L'arme ultime du Lean, c'est le PDCA. Et le PDCA, c'est quoi? C'est l'outil qui va nous permettre d'apprendre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont développé des nouvelles compétences dernièrement? Ok. Et comment vous le savez? Comment vous savez que ça marche? Voilà. En fait, ces questions-là, on se les pose tout le temps, et le PDCA, c'est ça qui va nous faire dire qu'on a appris des choses. Il y a des mines qui disaient une phrase que j'aime bien, c'est « Sans donner, vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion ». C'est-à-dire que si vous n'avez pas de données mesurées pour vous montrer que vous avez appris des trucs, bah, vous pensez que vous avez appris des trucs parce que vous avez mis en place des choses, comme tout à l'heure Alexandre Boutin qui disait bah, juste après une rétrospective, on a mis des choses en place, donc on sait que c'est bon. Bah, non, en fait, ça ne nous suffit pas. Vous avez mis des choses en place, c'est cool, mais vous attendiez quoi et vous avez mesuré quoi derrière? Et c'est ça qui va vous dire si vous avez appris. L'opinion, c'est le frein principal de l'apprentissage. C'est-à-dire que si vous avez une opinion et que vous pensez être amélioré, bah, comme ça, vous allez rater le fait de valider et d'avoir ce qu'on appelle, nous, avec le PDCA, une connaissance validée. Une connaissance validée par la mesure des choses que vous avez mis en place. Je passe sur la boucle PDCA, hein, c'est Plan, Do, Check, Act. Je le présente pas, vous pouvez le faire. Hein, le plan, on définit le problème, on définit une activité. Le Do, on l'expérimente. Le check, on check et on mesure, on ne l'oublie pas. Et le Act, on apprend, soit ça marche et on a appris que ça marchait, soit ça marche pas et on a appris que ça marchait pas, soit ça marche moyennement et on a appris qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Et donc un des défis du management, encore, ça va être de mettre les personnes en situation de découvrir s'il y a un PDCA à faire. Et c'est quoi le fait de pouvoir savoir s'il y a un PDCA à faire? C'est de mettre chaque jour, chaque personne en situation d'améliorer les produits ou les process. Et l'un des premiers trucs à faire, c'est donc de définir la situation au KO. C'est tout bête à dire. C'est tout bête à dire, mais il n'empêche qu'avoir des indicateurs clairs, c'est ça qui va permettre à l'équipe et à chacune des personnes de l'équipe de définir si la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, elle est OK ou KO. Et ça, c'est un rôle du management. Et ça, c'est le rôle du management de faire ça, et c'est le rôle du management de les pousser à comprendre que là, on est KO, il y a un truc à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est dans cette situation-là? En quoi c'est un problème? Et là, on continue avec des questions. Et ça, c'est tous les jours. On n'a pas de rétrospective, nous, alors on peut en faire hein, pour une question de cohésion. On n'a pas spécialement de rétrospective, parce que la rétrospective, c'est le regard dans le rétroviseur. Et ça nous embête un petit peu. Parce qu'on peut louper des choses. Et typiquement, si je vous demande, on est quel jour? Jeudi, vendredi. On est vendredi. Je vais vous poser une question. Dès que vous avez la réponse, vous levez la main, sans donner la réponse. Dès que vous avez la réponse dans votre tête, vous levez la main. On est jeudi. Qu'est-ce que vous avez mangé mercredi midi? C'était il y a 2 jours. Voilà, c'est fait exprès. C'était il y a 2 jours et vous voyez, vous avez besoin de chercher et pourtant c'est tout simple. C'est juste ce qu'on a mangé. Donc vous posez la question de ce qui s'est passé mardi, il y a 2 semaines, enfin la semaine d'avant, sur un truc très technique d'une version qui est tombée voilà. C'est hyper compliqué d'apprendre là-dessus. Donc c'est pour ça que nous, c'est l'amélioration, c'est chaque jour. C'est chaque jour, à chaque fois qu'on identifie une situation KO. C'est pas des rétrospectives, parce que les rétrospectives, on oublie plein de choses. Et c'est pas comme ça qu'on apprend. Et du coup, vous, dans l'agilité, c'est toujours 2 semaines. Hein. C'est toutes les 2 semaines. Et en plus, c'est le Scrum Master hein, qui tient le sujet. Hein. Alors, il utilise un biais hein, avec cette histoire de repas, parce que le repas est un événement qui, depuis, je ne sais pas quel âge vous avez, moi je vais dire à peu près un peu plus de 40 ans, qui est devenu
naturel et qui ne rentre plus dans le process de réflexion. Alors que le travail quotidien, je pense que vous savez ce que vous avez eu comme problème il y a 2-3 jours. Ouais, Mais alors, c'est pas grave. ça c'est vrai, mais c'est aussi un peu faux parce que justement, Lynn nous dit que justement c'est chaque petite chose, grain avec lequel on travaille tous les jours, dont on ne se rend pas compte Yes. et qui fait que. Ton temps de Mais bon, parole. vas-y, continue. Ok, c'est un débat politique maintenant. Exactement. Non, alors effectivement, malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est le job du Scrum Master. Alex, juste avant, en a parlé. C'est bien connu, hein, de toute façon, c'est son job, il a que ça à faire. De toute façon, il fait quoi d'autre, ce gars? Ou cette fille, d'ailleurs, au passage. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas le cas, parce que si le gars n'est pas là, si le gars ne maîtrise pas le sujet qu'on est censé améliorer, comment est-ce qu'il peut agir pour pouvoir améliorer la chose? Donc, pour moi, c'est l'affaire de tous. D'accord? Ça te va? Première réponse. Ça me va. Deuxième réponse, alors oui, tu as raison, on le fait pas enfin, il n'est pas écrit dans certaines méthodes qu'il faut le faire quand le problème arrive, mais après c'est du bon sens. Mais je vais aller dans ton sens, je vais lire un morceau du Manifeste Agile, donc super bouquin de 2 pages, enfin de 2 pages internet. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. En fait, tout est dans le intervalle régulier. Voilà, c'est quoi intervalle régulier? Vous utilisez quoi comme méthode pour ceux qui utilisent de l'agilité aujourd'hui? Scrum, ok. Scrum, ça vous dit quoi? Quand est-ce qu'on s'améliore? Bien, bien. Tu vois? Ouais. C'est la sagesse du peuple, ça. Bon, ça va. Ok. Donc, non, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on s'améliore que pendant la rétrospective. Sauf que depuis peu, depuis 2020, effectivement, ils ont refait une mise à jour de ce manifeste. Il est toujours là et toujours valable. Ils ont fait une mise à jour de cette méthode, de la description de cette méthode. Et l'inspect and adapt, il est partout, à tout moment de la journée. Mais on pourrait avoir l'impression, quand on découvre le truc de l'extérieur, c'est qu'en fait, on fait de l'amélioration continue en apnée. C'est-à-dire qu'on part dans une itération, un sprint, puis pendant 2-3 semaines, non, je souffre, mais en silence, et je vais avoir un petit moment pour moi, si mon manager m'autorise, pour pouvoir chercher à m'améliorer en continu. Donc c'est de l'amélioration, mais en boitant. On peut le voir comme ça, ou alors on peut aussi voir les choses différentes. J'ai même eu des cas de figure où un manager disait « Ah, attends, c'est quoi cette réunion-là, rétrospective ?» Alors on ne regarde pas dans le rétro, on regarde vers l'avenir. C'est orienté solution. Bien sûr, il est dans l'analyse des problèmes, donc c'est normal. Donc, c'est quoi cette rétrospective? Mais pendant ce temps-là, les gars, ils bossent pas? Bah, si. Non, mais je veux dire, ils bossent pas, ils sont pas en train de faire du développement. Non, mais ils vont faire en sorte de trouver des solutions pour être plus confortable par la suite. Alors, j'ai dit le mot confortable, c'était malheureux. Pourquoi il y aurait du confort au travail, après tout? Et donc, on sentait que c'était un problème d'organiser cet événement-là. Et ce qu'on a proposé, on a dit, ok, tu veux pas de rétrospective, il n'y a pas de souci, moi je te propose un truc beaucoup plus simple, tous les jours. À la fin de journée, définissons ce qu'est la fin de journée pour tout le monde, puisqu'on n'a pas tous les mêmes fins de journée. Il faut aller chercher les enfants, il y a tout plein il faut que j'aille faire les courses, etc., etc. Fin de journée, on se retrouve et on fait un mini stand-up rétrospective, un mini moment de rétrospective, ça dure maximum un quart d'heure. On se pose la question, est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'on a rencontré des trucs qui nous ont agacés, qu'on ne veut plus revoir demain? Oui. Eh ben, on en parle là, on essaye de trouver une idée à tester demain matin et on la teste. Est-ce qu'il y a eu un problème aujourd'hui? Non. Bon, bah, j'ai envie de dire bonne journée. Donc en fait, là, on avait réussi déjà à mettre une problématique d'entreprise de côté, le fait qu'ils ne travaillent pas à développer du logiciel, mais surtout à mettre en place de l'amélioration continue, en continu, tous les jours, comme vous venez de le dire. Bon, pour la petite histoire, 15 minutes tous les jours sur 3 semaines, vous faites le calcul, ça fait plus que 2 ou 3 heures. Donc au final, mais ils n'avaient pas à l'imputer dans un système de tracking. C'est ça qui est aussi intéressant. J'ai répondu à ta question? Ouais, ça va, ouais. Bon, en tout cas, on voit un truc, c'est que il y a aussi un truc, et Alex l'a très bien dit, c'est quoi une action? Parce que moi, j'ai souvent entendu, il nous faut plus de temps pour lire les specs avant le début de sprint. Et ben voilà, on a une action, avoir plus de temps pour lire les specs. Ça se passe où? Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on sait que ça a été efficace, etc. Donc, c'est important de savoir identifier ce qui est réellement une action. Donc, comment est-ce qu'on la mesure? Et je pose ta question, comment on mesure l'amélioration? Parce que j'ai lu un blog qui s'appelle My Lean Experience, enfin j'ai lu, je suis allé voir vite fait.
Peut-être que tu connais. Et il en parle, la mesure. Ouais, tout à fait. Et ça, pour ça, on va parler justement des KPI, de la mesure et des KPI. En fait, nous, on est très attachés à la mesure tout à l'heure parce que, comme je disais tout à l'heure, pardon, on est en train d'apprendre et on est en train de développer les personnes et on développe les personnes par de la connaissance validée et ce qui nous montre qu'on a appris, c'est la mesure. Et donc la mesure, on ne la prend pas n'importe comment, on voit tout plein de sortes de mesures à droite, à gauche. Et nous, on a quand même quelque chose d'assez clair pour clarifier, pour définir ça. On va en parler, c'est ces points-là. Mais d'abord, je vais donner le sens à ce truc-là. Souvent, les gens ont l'impression que, et je l'ai connu, que les mesures, on les prend pour traquer les gens, et je l'ai connu et j'ai cru que c'était ça au début. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Le jour où un coach qui m'accompagnait au début était face à un manager, le manager lui a dit c'est bon, c'est simple, il suffit de mettre les KPI dans les objectifs individuels et puis c'est bon, du coup ça va marcher. Et puis le coach a dit nous on est externe, on ne peut pas vous dire non, en tout cas on n'appuie pas cette démarche. Et là j'ai dit ok, donc là il y a un truc, et ce qui est super intéressant, c'est de clarifier le challenge. En fait par ça on va clarifier le challenge. Quand on dit aux équipes votre productivité elle doit être de 1 story par jour, on n'est pas en train de leur dire faut faire ça et puis tu auras un coup de bâton à la fin de la journée si tu n'as pas réussi. En fait, on est en train de clarifier leur challenge de la journée. Et quand on a le challenge clair dans la journée, le daily, il est hyper clair. On doit sortir une user story et comment on fait. Et si on n'y arrive pas, on a tout ce qu'il faut pour s'améliorer. Le lendemain, on regarde, on n'a pas réussi à sortir la user story. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on apprend. Et c'est pas grave de ne pas réussir. Juste, par contre, on va essayer d'apprendre des choses. Et pourquoi donc la productivité, il a un sens, ces indicateurs qu'on va mettre, ils ont tous des sens pour le client. Ils ont tous des sens et ils sont tous liés et c'est toujours les mêmes. Le premier indicateur, c'est la productivité, on le sait. Enfin, en réalité, c'est pas celui-là l'indicateur, c'est la satisfaction du client. Ce qu'on va essayer de regarder, c'est satisfaire notre client. On va satisfaire notre client en sachant ce qu'il a envie d'avoir. Il a envie d'avoir 40 user stories dans les 2 mois. Satisfaction du client, donc ça c'est notre premier indicateur. Le deuxième, c'est la productivité. On doit faire quoi pour réussir à satisfaire notre client. Troisième point, c'est le délai. On se dit que si on a une bonne productivité, on devrait avoir des bons délais. Si on tient les délais, on satisfera notre client. Et le dernier point, c'est la qualité. Ce qu'on se dit simplement, c'est que tous ces indicateurs-là, ils ont du sens pour le client. Et ce qu'on se dit, c'est que si on a une bonne qualité, si on maîtrise notre qualité, on devrait tenir nos délais. Si on tient nos délais, on aura une bonne productivité, c'est-à-dire qu'on limitera les variabilités et on arrivera à se projeter. Et donc, on a toutes les billes pour satisfaire nos clients. Un indicateur qu'on rajoute aussi systématiquement, c'est la satisfaction collaborateur. À chaque fois, elle est là. À chaque fois qu'on fait une mission, on mesure également la satisfaction collaborateur pour essayer de mesurer les dérives du management, etc. éventuelles. Et donc, tous les indicateurs ne sont pas des... Du coup, tout ce qui est story point, couverture de code, temps CPU, etc., d'accord, c'est pas du KPI. Tout ça, c'est pas du KPI en fait, ça n'a aucun sens pour le client. Les story points, dont parlait Alexandre Boutin tout à l'heure, c'est super intéressant pour l'équipe pour qu'elle puisse se projeter. Comme je disais tout à l'heure, si on doit sortir une user story par jour, on n'a pas dit qu'on allait la commencer aujourd'hui et la terminer aujourd'hui. Il faut juste s'organiser dans l'équipe pour réussir à en sortir une par jour. Et forcément, travailler sur l'effort qu'il va falloir produire pour sortir une user story, ça va être super intéressant pour que l'équipe puisse se projeter. Par contre, c'est pas ça qui va être suivi. C'est un indicateur interne à l'équipe pour qu'elle puisse s'auto-organiser, mais c'est pas ça qui va être suivi parce que ça n'a aucun sens pour le client. C'est pas parce qu'on a mis plus d'efforts à faire une user story qu'elle va avoir plus de valeur pour lui. Et donc tous ces écarts-là qu'on va voir quand on va mettre des indicateurs en place, satisfaction client, productivité, délai, qualité, satisfaction collaborateur, tous ces écarts, ça va être des opportunités d'apprendre des choses via le PDCA. À chaque fois, on va pouvoir développer les compétences des personnes. Du coup, du coup, vous, dans l'agilité, on est d'accord que les KPI, c'est fait pour taper les gens. Ben, tout à fait, bien sûr. Le jugement avant tout. Oui, hein, c'est ça. Toi, t'es nul parce que t'as un mauvais KPI. Ben, c'est ça. Exactement. Non, alors effectivement, des KPI, je ne vais même pas rentrer dans le débat du KPI, parce qu'on va vous sortir les KPI d'agilité, et on va me sortir la vélocité, le burn down chart, la complexité, enfin, la valeur produit, etc. C'est intéressant à un endroit, mais peut-être que ça ne sert strictement à rien. Donc je vais revenir un petit peu sur les origines. Qu'est-ce que ça veut dire KPI pour vous? Tu l'as pas eu celle-là? Non, pour la fois je l'ai. On va pas aller là-dessus, Mathieu.
Ok, ok. Donc ça, c'est de l'anglais. On va aller le chercher en français. Donc, quai, clé. Indicateur, indicateur. Performance, c'est quoi performance pour vous? Performance? En fait, moi, dans ma compréhension de la chose, c'est tout performe. Ça vient du verbe tout performe. Ça veut dire quoi, tout performe? Alors, je suis un peu sourd avec l'âge. Il va falloir y aller. Tout performe, réussir, moi, je dirais plutôt réaliser. Donc, c'est des indicateurs clés qui nous permettent de savoir si on réalise quelque chose. Donc, savoir que la vélocité est à tel niveau et augmente, je ne suis pas sûr qu'on réalise quelque chose. On peut avoir des gens qui sont totalement occupés mais qui ne produisent strictement rien. Parce qu'à la fin du sprint ou à la fin d'un cycle de journée, on n'a pas fini. On a été occupé, hein. On était performant, on a travaillé, mais on n'a rien produit. Et là, pour pouvoir l'illustrer de la meilleure des manières, je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Materiel.net, qui maintenant a été rachetée par une autre société qui fait le même métier, qui s'appelle LDLC. Ils sont basés entre Rennes et Nantes, enfin ils étaient, je ne sais pas s'ils sont toujours là. Et un jour, j'ai pu aller dans leurs locaux. Et quand on a parlé justement KPI, ils m'ont dit « Ah bah nous, on n'en suit qu'un ». Ça m'a mis le sourire, très surpris quand même, parce que en entreprise, surtout si des gens du Lean sont passés, on nous a sorti toute une tripotée de KPI. Et naturellement, une entreprise va vouloir mesurer tout, que ce soit vraiment la productivité, que ce soit de la réussite, du succès, que ce soit est-ce qu'ils sont occupés ou pas. Je dis bah non, nous on n'en a qu'un. Déjà, on est tous colocalisés. Il y avait les développeurs, les ops, le marketing qui est dans la même pièce, donc déjà ça fait plaisir. Je ne dis pas que ça ne marche pas s'ils ne sont pas dans la même pièce. Attention, il n'y a pas de ça c'est bien et ce que je ne dis pas n'est pas bien. Je précise parce qu'on a eu des remarques déjà là-dessus. Maintenant, on met ceinture bretelle. Et en plus, ils travaillent avec la chaîne de... C'est des gens qui fournissent du service, qui vendent des produits hein, et qui les emballent et qui vous les expédient. Vous les avez le lendemain ou le surlendemain. Donc tout est très connecté. Et ils n'ont qu'un seul indicateur. Ils ont un indicateur, c'est le nombre de commandes glissantes sur 7 jours. Et ça convient à tout le monde. Au marketing, aux ops, aux développeurs, au management, j'imagine aussi, et à la chaîne de production derrière. Parce que eux, ça les intéresse, s'il n'y a plus de commandes, il n'y a plus d'emballage. Et en fait, la réponse est toute bête, c'est que si à un moment donné, ce chiffre décroît, on s'en fiche de savoir si c'est un problème de CPU, si c'est un problème de développement, ou si c'est... Non, c'est qu'il y a un problème. Tu disais un écart de performance... C'était sur ton schéma juste avant. Ouais. Ouais, un écart de performance. Bah là, c'est un écart parce qu'ils savent que, en moyenne, et bizarrement, ça reste, c'est assez constant. En moyenne, ils ont tant de commandes par semaine. Donc, s'il y a une chute, c'est qu'il est vraiment intéressant pour tous d'arrêter ce qu'on est en train de faire et de se concentrer là-dessus. Donc, en fait, la question sur le KPI, c'est est-ce qu'on rend le service? Alors, dans ce cas-là, est-ce que le tunnel d'achat fonctionne? Après, si le client achète ou n'achète pas, c'est encore un autre sujet. Peut-être qu'il y a un débat sur comment est-ce que je mets en avant mon produit ou les ristournes ou quoi que ce soit. Donc moi, je dis que c'est plutôt intéressant de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on rend le service? Malheureusement, on ne travaille pas tous dans des entreprises qui vendent en ligne des produits. Si, peut-être. Ce serait bien la première fois. Donc c'est très dur. Donc après, la question, c'est qui est-ce qui définit ce KPI? Parfois, ça va être le management, parfois, ça va être le marketing, et puis on se rend compte qu'à chaque fois, ah bah ouais, tu vois, ils nous l'imposent. Et là, je vais revenir sur une des valeurs du manifeste, hein, c'est individu-interaction. L'idée, c'est mettons-nous tous autour de la table et définissons dès le départ quels sont les critères de succès. Quels sont les critères, qu'est-ce qu'on souhaite à mesurer pour dire oui, là, il y a du succès. Et on est dans la bonne direction. Je l'ai dit avec un ton très sérieux. Excusez-moi, je suis en avance sur mes post-it. À toi. La question c'était qui est-ce qui définit du coup ces KPI? Alors, il y a un axe sur lequel, pour le coup, le Lean a bien travaillé, c'est le management. Parce que le Lean, bon, c'est assez vieux, hein, c'est des années 50. Ils ont mis une cinquantaine d'années pour se rendre compte que quel rôle exact donner au management. Ils ont toujours eu, hein, mais
Et ils ont créé le Toyota Way. Hein. Le Lean, c'est un système de production que tout le monde connaît, en tout cas de nom. C'est un système de production, mais le Lean, c'est le TPS, donc le système de production, c'est le TPS, plus ce qu'on appelle le Toyota Way, c'est le système de management. Je vais passer rapidement dessus, parce que l'idée, c'est pas forcément de détailler ça. Quand je parle, ça fait des... L'un des éléments, c'est le challenge. C'est comment on challenge l'équipe. Et pour faire ça, en fait, le manager, on va avoir un geste fort d'essayer de comprendre réellement ce que veulent les clients. Le premier indicateur, c'est de satisfaire notre client. Donc on va essayer réellement de comprendre ce que veut notre client. Et donc le manager, on va l'amener sur le terrain pour comprendre le client. Et quand on dit amener sur le terrain, une des pratiques qu'on fait régulièrement, c'est d'amener les managers au support. Pas pour qu'ils serrent la pince aux gens, hein, c'est intéressant qu'ils partagent avec eux. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire traiter des tickets de support pour qu'ils comprennent réellement les problématiques de leurs clients. Et ça, c'est super puissant parce que le support, dans les équipes, c'est souvent une équipe à côté, des fois c'est délocalisé. Alors c'est super intéressant parce qu'il y a des gens, il y a des clients, c'est vos clients qui vous appellent pour vous dire où est-ce que vous avez à vous améliorer. C'est juste une mine d'or en fait, mais c'est souvent délocalisé parce que c'est pas grave. Voilà, donc là on va leur faire comprendre réellement. Et donc on va en déduire un challenge. Un challenge, qu'est-ce qu'on doit réussir? On va clarifier le succès, on va clarifier les conditions de réussite de l'équipe. Tout ça pour pouvoir ensuite accompagner l'équipe sur leur résolution de problèmes. Et l'un des rôles du manager, ça va être de faire en sorte de mettre en place ces conditions de réussite pour les équipes. Donc le premier c'est le challenge, le deuxième c'est le teamwork, sur le fait de travailler tous ensemble, de travailler avec les équipes en amont et aval, d'avoir une vision sur toute la chaîne de valeur pour travailler avec les équipes et les aider à résoudre leurs problèmes et challenger un petit peu sur la résolution de problèmes. Le Kaizen, aider les équipes justement par le questionnement à résoudre les petits problèmes du quotidien qu'ils rencontrent. Le Gemba, je vais sur le terrain. Le Gemba, c'est le terrain, hein, c'est là où la valeur se crée. On n'est pas... Comment ? Là où les choses se passent. Exactement. Et on n'est pas en train de théoriser les processus sur un joli PowerPoint. En fait, l'idée, c'est qu'on aille sur le terrain. Et quand on fait des visites, souvent chez des clients, les clients, ils viennent dans leur bureau, ils nous montrent les PowerPoints. On leur dit non, mais venez, on va voir les équipes. On va voir les équipes avec eux pour comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain. Et sortir du monde de l'opinion dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, le show respect. Les managers, ils ont certainement plein de compétences de managers. Seulement, les équipes, c'est eux qui ont les mains dans le cambouis. Et donc, on respecte cette connaissance-là. Et pour respecter cette connaissance-là, on va les former à poser des questions ouvertes, pour respecter la connaissance des personnes et surtout aller comprendre ce qui se passe et comment font les personnes pour s'en sortir de la situation dans laquelle elles sont. Et toujours se poser la question de savoir que s'ils sont dans cette situation-là, c'est la situation qui est comme ça, c'est le processus qui est comme ça, c'est pas eux qui n'ont pas voulu le faire. On est doux avec les personnes et on est dur avec les situations. Vous, du coup, on est d'accord que dans l'agilité, les managers, à la porte, ça sert à rien. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Oh, je sais pas, je participe des fois à des rétrospectives et puis ils disent tout le temps non mais ça c'est pas dans nos mains, ça c'est pas dans nos mains, ça c'est pas dans nos mains, on peut rien faire là-dessus. Mais le manager ça sert à rien. Ouais, alors je vais pas faire un mea culpa parce que pour d'autres personnes je vais faire le mea culpa. Effectivement, dans une méthode que je vais taire, ils ont défini 3 rôles, on l'a vu tout à l'heure avec Alex, l'équipe, le Scrum Master, le Product Owner. Et en fait, dans l'esprit de beaucoup de gens, si c'est cet ensemble, et vous avez connu les ensembles et sous-ensembles à l'école, si c'est pas dans A, c'est donc que c'est dans A bar. Je ne ferai pas cette blague, ne t'inquiète pas. Et donc si c'est pas décrit dans la méthode, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Pourtant, il y a quelque chose de marqué dans cette méthode-là, toujours la même, c'est purposefully incomplete, avec un accent breton. C'est volontairement incomplet. Ça veut pas dire, c'est le strict minimum pour pouvoir produire de la valeur. Donc c'est pas parce que c'est pas décrit qu'il n'y en a pas. Donc non, on les a pas chassés en fait. Il y a eu des déclarations d'indépendance. C'est une expression qu'avait pris Laurent Sarrazin à une époque, j'avais trouvé très bien. Les déclarations d'indépendance de la part des équipes. Tu ne peux pas, tu fonctionnes dans le cadre d'une entreprise. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Okay. Donc en gros, on est d'accord que du coup, elle est bon. Le manager est toujours là. Ouais. Et le problème, c'est qu'il m'a pitché, il a pitché tout le truc que je voulais dire, l'animal tout à l'heure.
C'est vrai. Le manager est toujours là, il a une utilité, mais à l'extérieur, il doit prendre une posture différente. Il n'est plus les mains dans le cambouis, il n'est plus en train de dire, bah tiens, toi, Alexis, tu vas travailler là-dessus, puisque l'équipe s'organise pour prendre les bonnes décisions, pour produire le bon produit. Donc en fait, il y a quelques années, je donnais une conférence qui s'appelait moi, chef de projet ou manager agile, où je suis sur cette photo. Enfin, moi, manager où je suis sur cette photo agile, et j'avais pris l'image de Shiva, à qui vous savez, la déesse éléphant qui prend aussi le corps d'une femme avec beaucoup de bras, 6 ou 8, je ne sais plus, à vérifier. Et il y a certains bras, effectivement, qui sont remis dans... le product owner prend une partie du rôle de la compréhension fonctionnelle, de l'explication et de la priorisation, de donner du sens au produit. On a l'équipe qui se responsabilise, on a un Scrum Master qui facilite cette grande tambouille. Et donc, effectivement, ce manager perdait un petit peu de... J'ai même vu, moi, une manageuse qui disait « Non, mais ils ne peuvent pas travailler sans moi. » Elle est partie 3 semaines en vacances, elle revient, elle me fait « Mais ça marche !» Et je la vois se mettre la main dans les têtes. « Je ne sers strictement à rien. » Là, oh, détends-toi. Ça va bien se passer, respire. Non, si, tu sers toujours à quelque chose, mais tu te rends compte que tu vas pouvoir utiliser toute ton énergie sur des choses à valeur ajoutée, parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils font, ils ont la tête dans ce qu'ils font, ils ne savent pas prendre ce recul. Et tu es peut-être là pour prendre ce recul et leur apporter quelque chose. Donc, comme le disait ce matin Alex, il y a des bons et des mauvais managers. Et je ne vais pas sur le terrain, mais je peux vous donner l'exemple totalement opposé. J'ai eu la chance, maintenant je le considère comme une chance, de rencontrer une entreprise à côté de Rennes, comme quoi on n'est pas tous parfaits là-bas. C'est en Bretagne. Elle me fait rire, moi, en fait, mais c'est pas grave. Et je vais au COMEX et ils me disent, sensibilisez-nous à l'agilité parce qu'on en entend parler, vous l'avez testé avec une équipe, ça a marché, on veut comprendre. Donc on fait des ateliers pour comprendre, pour qu'ils le vivent eux-mêmes dans une petite boîte de temps. Puis à un moment, on arrive à un jeu de questions-réponses et le directeur général me dit, ok, mais comment est-ce que j'identifie les low performers avec l'agilité? Comment je fais d'ailleurs? Alors la réponse est non, c'est pas fait pour ça. Je dis, je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Il fait, bah oui, mais moi j'ai besoin d'identifier qui sont les mauvais. Et c'était il y a quelques années, j'avais moins comment dire, ouais, d'assurance, mais je suis pas rentré dedans, mais je lui dis, bah, écoutez, moi, ma réponse, elle est là, c'est pas fait pour ça. À la rigueur, vos gars qui sont un peu moins bons, un peu plus fébriles, ils vont monter techniquement ou professionnellement au contact de gens qui sont très compétents. Donc c'est génial. Et puis vous, manager, c'est à vous de détecter comment vous pouvez les aider aussi. Il fait, mais votre réponse ne me convient pas. Donc je lui dis, écoute, c'est ma réponse. Si elle ne vous convient pas, on arrête la collaboration. Et puis voilà, moi, ça me va très bien. Donc on a arrêté. Et pour l'anecdote, 5 ans après, le gars est parti, il a été promu. Principe de Peter ou un truc comme ça. Et ils nous ont rappelé. Là, du coup, on a dit, en fait, ça nous paraît compliqué de retravailler parce que la culture de l'entreprise n'est pas forcément orientée amélioration continue, confiance, transparence. Donc, non, mais ça a changé. Et au premier essai, on s'est rendu compte que ça n'avait pas changé. Donc, on a dit, je pense qu'il y a un problème culturel chez vous qui n'est pas compatible avec le nôtre. Donc, on va vous conseiller une autre entreprise qui le fait très bien. Et c'est vrai qu'ils le font très bien, mais qui sont moins attachés à ces valeurs. Avec le recul, je me suis dit, le mec, il veut virer du monde. J'aurais peut-être dû lui donner le numéro de téléphone de Nico, parce qu'avec le Lean, c'est quand même votre puissance à vous. C'est le plus gros département, celui-là. Alors, ouais, c'est vrai que le Lean, si vous cherchez un petit peu à lire un peu de trucs sur le Lean, vous allez voir qu'il y a une mauvaise image du Lean, et parce qu'il y a eu des mauvaises utilisations, au même titre que vous allez avoir des mauvaises choses sur de l'agilité, des mauvaises mises en place qui ont stressé des gens, etc. Le truc qu'il faut voir, c'est que l'original du Lean, si vous lisez un petit peu, renseignez-vous sur le Lean original de Toyota. Parce qu'en fait, c'est le Lean de Toyota, en fait. Et nous, chez Octo, dans l'offre qu'on porte, on est réellement sur le Lean de Toyota et on étudie le Lean de Toyota et on met en place le Lean de Toyota. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont à l'origine du truc, c'est eux qui ont le plus fait de recherche et qui l'ont le plus expérimenté. Ça fait 70 ans qu'ils expérimentent, donc ils connaissent à peu près de quoi ils parlent. Et il faut être vraiment naïf. Enfin, je pense que des managers qui sont comme ça, qui parleraient de Lean en disant « Tiens, on va virer des personnes et tout », il faut être quand même vachement naïf pour essayer de croire que le Lean
en virant des personnes, en mettant un stress, on va réussir à développer les personnes pour arriver au niveau de Toyota. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Toyota est passé devant General Motors aux États-Unis sur leur terrain. C'est l'entreprise de voitures la plus rentable, pas la mieux cotée, mais la plus rentable. Je veux dire, ils ont fait leurs preuves depuis. Il faut être quand même naïf, en fait, pour croire ça. Finalement, s'il y a des managers qui pensent qu'en ayant ce genre de comportement, on peut identifier les low performers pour pouvoir les virer, les low performers, c'est eux, ils les ont identifiés, c'est bon, c'est gagné, ils peuvent partir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le management, il doit comprendre avant tout que les gaspillages qu'on cherche à tacler dans le lean, c'est toutes les choses qu'on fait faire aux gens qui sont inutiles, en fait. Et tous ces bâtons dans les roues avec lesquels ils essayent d'avancer, cette situation dans laquelle ils se débattent tous les jours, c'est ça qu'il faut regarder. On est en train de regarder tous les jours les bâtons qu'ils ont dans les roues. Le rôle du manager, c'est d'enlever ces bâtons, d'identifier les bâtons et de les enlever, et aider les équipes à les enlever eux-mêmes. Le but du manager, le but du lean, c'est de faire avancer les produits plus vite et jamais les personnes plus vite. Ça, c'est une question qu'on a régulièrement quand on met des KPI un peu haut. Les gens disent « Oh !» Ouais, mais le problème, c'est qu'on veut que les gens apprennent et changent les choses. On veut qu'ils changent leurs pratiques. On veut pas, quand on met des KPI juste un petit peu plus haut, ils vont juste travailler plus. Et c'est parce qu'on veut. Nous, on ne veut pas qu'ils travaillent plus, on veut qu'on travaille mieux et qu'on leur enlève les bâtons qui sont dans les roues. Time's up. Ouais. On voulait finir avec deux petites phrases. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve quand même si on se lance des parpaings. On utilise des mots qui sont différents pour dire la même chose. Donc on n'est pas si loin si loin que ça l'un de l'autre. Moi je voulais terminer avec une petite phrase que j'utilise souvent quand on me dit mais vous pensez que l'agilité c'est possible chez nous et moi je cite Pierre Desproges, pour ceux, il y a des gens qui sont peut-être trop jeunes pour connaître. C'est pas grave, vous irez voir, c'est toujours assez piquant. Il disait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Donc, moi je considère que ces outils ce ne sont que des outils déjà. Le jus de cerveau est beaucoup plus important que ces outils, mais ça nous aide à avoir une direction. On peut les utiliser dans tous les contextes. Ça, j'en suis persuadé. J'organise en ce moment un mariage et j'ai une product owner. Et ça marche. Et pourtant, il n'y a pas de produit logiciel. On peut utiliser ces outils partout, mais pas avec n'importe qui. Il y a des contextes. Il faut travailler d'abord sur la culture et sur comment est-ce qu'on veut travailler ensemble avant de se dire on va faire de l'agilité ou on va faire du lean. Et je te laisse là à la fin. Parce qu'elle est très belle aussi celle-là. Moi j'aime bien dire que le lean et l'agilité, c'est un peu comme un télescope. Ça vous permet de voir des choses. Un télescope, je ne sais pas ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astronomie, ce qu'il y a dans le ciel, tout ça. Moi j'ai un télescope à la maison, je suis amateur, je regarde dedans et je trouve ça très beau ce que je vois. Je suis totalement amateur, hein, j'apprends rien, je regarde. Les astrophysiciens, ils regardent dans leurs lunettes. Galilée, il avait un truc bien moins performant que le truc à 30 € sur Wish aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous achetez un télescope sur Wish à 30 €. Wish. À 30 €, il est plus performant que ce qu'avait Galilée à l'époque. Et pourtant, Galilée, il a appris plein de trucs. Donc c'est la différence entre quelqu'un qui veut apprendre, qui a des compétences et qui veut apprendre quelque chose, et un amateur qui regarde juste parce que c'est beau. C'est bien de voir des trucs. Et ben le lean et l'agilité, c'est pareil. Ça vous montre des choses, ça vous met en avance des choses. Les KPI vont vous montrer des écarts. Les rétrospectives, vous allez avoir la vélocité, peu importe les éléments que vous allez regarder, ça va vous montrer des choses. Les feedbacks dont parlait Aurélien tout à l'heure, ça vous montre des choses. Donc libre à vous d'être des pros et puis d'en apprendre plein de choses, ou de rester des amateurs. Merci. On n'a pas trop explosé, je pense. On avait mis 45 minutes, du coup on avait 10 minutes on les a bouffés. Donc on a du temps pour les questions. Ouais. On a combien de temps pour les questions? Théoriquement, il est l'heure de la fin et de la Ah, si vous voulez... on a bouffé nos 5 minutes de questions en fait. Il y a une question au premier rang. Attends, j'ai un micro. On peut juste prendre une question. Est-ce que ça va? Non. Ouais, à fond. Du coup, ma question c'est, est-ce que les deux méthodes peuvent fonctionner en même temps? Est-ce qu'on peut les combiner? Alors oui, alors, moi je vois pas de... Alors en fait c'est souvent ce qu'on fait. Le lean a ça de bien qu'il part de là où t'es.
En fait, on ne va pas dire on a une équipe de dev, une équipe de recettes, comme il faut une équipe pluridisciplinaire, on va tous les fusionner. En fait, non, on va piloter tout notre flux de production et notre flux de valeur du client au client. Donc, en fait, on accompagne très régulièrement des équipes Scrum, pour le coup. Et donc, on laisse la logique, avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Ils font leur rétrospective, on ne les interdit pas de faire. En fait, le lean, c'est juste un regard différent. Tu vas juste avoir des... Non, mais moi je complète, c'est un maillage. Je veux dire, tu peux utiliser des questionnements lean dans Scrum, tu peux utiliser des pratiques lean dans Scrum, il faut juste que ça ait du sens. Et Scrum est purposefully incomplete. Voilà, je voulais faire juste cette réponse, moi. C'est volontairement incomplet. Donc ça veut dire que tu dois l'enrichir avec d'autres choses. Il y a des gens qui ont la croyance que les user stories sont dans Scrum. Rien. C'est une pratique. Donc vous ne moquez pas de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une user story, mais qui fait de l'agilité. C'est juste qu'il est sur un canevas. Canevas, j'ai dit, attention. C'est en Normandie le canevas. Je parle du nez aujourd'hui, c'est terrible. Donc voilà, moi tu peux aller chercher même des pratiques qui sont dans un grand truc, quand on est à sa 6e version, il y a des pratiques très intéressantes qui existaient avant ce framework. Si ça apporte de la valeur, tant mieux. En fait, je complète, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps, l'équipe Agile Scrum qui pilotait, qui disait, nous, on a une vélo. Elle était très stable, elle avait une vélocité de temps, etc. Et puis, donc elle pilotait sa vélocité, elle pilotait ses user stories. Je regardais, il y avait à peu près 90% des user stories qui sortaient sur chaque sprint. Ils s'engageaient sur un nombre, ils sortaient 90%. Ok, c'est cool. Et en fait, d'un point de vue agile, donc ils étaient. Alors, je dis pas que c'est la bonne pratique agile d'ailleurs, mais c'est ce qu'ils faisaient eux. Ils pilotaient tout ça. Et en fait, nous, d'un point de vue lean, on a regardé, il y a combien de user stories qui sont mis en prod? Ah ben 0. Du coup, vélocité 0. Ah, ça fait. Ah oui, mais 0. Ah oui, mais il y a la recette derrière et tout. Ok, c'est super, on va aller voir. On va essayer de comprendre avec eux comment ça fonctionne. Donc on a regardé le flux de bout en bout. Et en fait, ça les a un petit peu embêtés parce que eux qui avaient une vélocité hyper stable, en fait, ils sont restés 5 sprints avec une vélocité à 0. Enfin, avec une productivité à 0 du coup. Leur vélocité, elle était toujours pareille, mais nous, de notre point de vue, c'était à 0 pendant 5 sprints. Et à un moment donné, ils ont explosé parce qu'ils ont mis en prod. On a juste un regard un peu différent. Tout à fait. Parce que c'est ça, j'y suis, mais ça capte le son. D'autres questions? Là, je crois On a dépassé. Ouais, on va se faire taper dessus sinon. Après, on reste dispo. Non, t'as encore du temps pour une question? Ça dépend si vous voulez boire un café ou pas, mais ça sera rapide, hein? Ok. Question fermée. Oui et non. Exactement. Non, peut-être. Ouais, ma question, c'était par rapport à l'auto-organisation des équipes. Est-ce que dans Lean, c'est prévu, c'est prescrit ou c'est un truc qui est laissé vraiment à l'environnement? Ah non, bien sûr. Enfin, comme je disais tout à l'heure, dans le challenge d'une user story par jour, ça c'est notre challenge, c'est les conditions de réussite de l'équipe. Maintenant, comment l'équipe va réussir, c'est entièrement dans ses mains en fait. Et l'équipe s'auto-organise totalement. Si elle a envie d'utiliser les story points pour estimer, pour pouvoir essayer de se mettre en situation de sortir une user story par jour, pour gérer les grosses et les petites comme je disais tout à l'heure, libre à elle, ou libre à elle de ne pas le faire. En fait, son challenge, c'est de sortir une user story par jour. Quand on est sur une équipe support qui a 20 bugs par semaine, et ben c'est pareil, 20 bugs par semaine, ça fait 4 bugs à résoudre par jour. Donc tous les jours, on se met en situation de résoudre 4 bugs. Et si on n'est pas en condition de réussite, ben, c'est au manager d'essayer de comprendre et d'aider l'équipe pour les mettre en condition de réussite de ces choses-là. Elle est en auto-organisation, sur tout ce qui est dans leurs mains, bien sûr. Je fais le salut.